Voilà, donc ici, on a affaire à un problème à résoudre, c'est-à-dire, c'est une transformation ou des transformations, on va le voir tout de suite, de passage de l'eau de moins 100 degrés à 120 degrés Celsius. Bon, on est bien en température, on va dire en degrés Celsius. Alors, on a de l'eau et on a une masse de 200 grammes d'eau. 200 grammes d'eau. Voilà, et on demande euh, quel est le bilan énergétique du passage d'une température de moins 100 degrés Celsius d'une masse d'eau de 200 grammes à 120 degrés Celsius. Mais sachant qu'on nous a donné ici euh, la chaleur spécifique de l'eau à l'état solide, la chaleur spécifique de l'eau à l'état gazeux et la variation d'enthalpie, euh, voilà, fusion et la variation d'enthalpie vaporisation. Voilà. Bon, j'ai appelé ça capacité spécifique, mais ça, c'est un ancien nom, hein. C'est un ancien nom. Les anciens noms, ben, ils sont encore utilisés dans les écoles, chaleur spécifique, encore chaleur massique. Mais normalement, on n'appelle plus ça comme ça, hein. Je sais bien que dans beaucoup d'écoles, on appelle encore ça chaleur massique ou chaleur spécifique, mais c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique, hein. Voilà, le C, c'est la capacité thermique massique. Alors pourquoi capacité thermique massique? Parce que justement, d'après son nom, c'est un rapport direct avec la capacité thermique d'un matériau rapporté directement à sa masse, si vous voulez. En gros, physiquement parlant, on peut dire que la grandeur qui va être prise en compte en tant que capacité thermique massique, si vous voulez, euh, va refléter la capacité d'un matériau à accumuler de l'énergie sous forme thermique, si vous voulez. Voilà. Voilà, ses propres matériaux en présence. Et vous comprendrez que plus il a un C important, une valeur de C importante, plus sa capacité thermique sera massique sera importante et plus il pourra accumuler de l'énergie sous forme thermique pour une moindre variation de température. Voilà. Donc les corps ne sont pas logés à la même enseigne au niveau de leur capacité à absorber de l'énergie thermique. Certains vont absorber plus d'énergie thermique que d'autres et on le voit au travers de ce qu'on appelle le, euh, la capacité thermique massique. Mais sachez aussi qu'elle varie aussi si on est dans un état solide ou liquide pour le même matériau, hein. Voilà, vous voyez qu'ici, le C de l'H2O, hein, parce qu'on a de l'H2O ici, la capacité thermique massique de l'H2O à l'état solide, ben, c'est 37,8 joules par mole et par Kelvin. Bon, joule par mole, c'est pour une mole, c'est ce que ça veut dire, hein. Joule par mole et par Kelvin peut s'écrire joule par mole et par Kelvin, vous comprendrez. Ou alors je peux écrire joule par mole et par Kelvin. Voilà, j'ai choisi cette écriture-là. Bon, et vous voyez que la capacité thermique massique à l'état solide est plus grande un peu plus grande, légèrement plus grande qu'à l'état gazeux de l'eau. C'est-à-dire que là, je veux dire, il est capable d'absorber, je veux dire, plus euh, d'énergie thermique qu'à l'état gazeux. Donc à l'état solide, il a une plus grande capacité de, de stocker de l'énergie sous forme thermique qu'à l'état gazeux. Voilà, donc ça, ce sont les données. Sachant qu'on fait une transformation ou des transformations, je vais le voir tout de suite, on va passer de moins 100 à 120, c'est des transformations et pas qu'une seule. Alors on nous donne aussi un delta H fusion et delta H vaporisation. Vous comprendrez que pour passer de moins 100 à 100, moins 100 degrés Celsius à 120 degrés Celsius, ben, on va passer par des transformations d'état. Et donc, dans ces transformations d'état, on a besoin de ce qu'on appelle la variation d'enthalpie, je veux dire, lors de la fusion.
Et on aura besoin, bien sûr, de la variation d'enthalpie au niveau de la vaporisation. Et je vous ferai remarquer qu'ici, elle est en kilojoules par mole. En kilojoules par mole. Voilà. Donc, elle est donnée en kilojoules par mole. Alors, pourquoi il n'y a pas de Kelvin? Pourquoi pas de kilojoules par mole et par Kelvin? Ben, vous comprendrez que lors de la variation, lors de du changement d'état, eh bien, elle se fait à température constante. Donc, fatalement, la température ne va pas intervenir. Que ce soit au niveau du changement d'état, lors du passage de la fusion à la vaporisation, on n'a pas de variation de température. Parce que les transformations d'état se font par paliers. Hein. Donc, en fait, supposons que là, les graphiques se font comme ceci. Hein. Voilà. Donc ici, là, on a affaire à une transformation d'état. Là, par exemple, on est à l'état solide. On passe à l'état liquide ici. Et là, on a un palier qui est une transformation, si vous voulez, à température constante. Voilà, température constante. Donc on aurait en fonction du temps, voilà, en fonction du temps, comment on aurait l'évolution de la température. Donc ici, la température évolue en fonction du temps. Là, on a une température constante. Et on passe bien de solide à liquide. Ici, là, c'est le changement d'état. Donc, c'est à température constante. Donc, fatalement, ici, on n'a pas des Kelvin. Je rappelle que la température thermodynamique, c'est le Kelvin. Voilà. Et qu'on n'atteindra jamais le 0 Kelvin. Hein. Bon, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Ça supposerait des hypothèses, je veux dire, incroyables pour l'atteindre. Mais bon, physiquement parlant, on ne sait pas l'atteindre. Et ça nous arrange comme ça, on ne sait pas on ne sait pas diviser par 0 Kelvin. C'est très bien, on ne sait pas diviser par le 0 Kelvin. Dans les calculs, bon, si vous avez une température, par exemple, P sur T, hein, vous voyez que le T ici est au dénominateur, mais je ne pourrai jamais avoir 0 puisqu'on ne peut pas l'atteindre. Voilà, 0 Kelvin. Bon, donc on a bien la chaleur, la capacité thermique massique pour l'eau à deux états différents, solide et gaz. Par contre, il m'en manque un. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Oui, il m'en manque un. Ouais, parce qu'on va le voir tout de suite. Bon, maintenant, sachant ceci, on va voir comment ça va se passer pour tout court, hein, pas nécessairement pour l'eau. Pour tout corps, on a ceci. On a des courbes qui sont comme ceci. Voilà. Alors, là, on a la température, et là, on a la pression. Alors, dans cette zone-là, on a la zone solide, là, la zone liquide, et là, la zone de gaz. Mais vous allez me dire, ouais, c'est quoi cette courbe en rouge? Ben, c'est les courbes de saturation, c'est-à-dire le passage de transformation solide-liquide, c'est le changement d'état. Voilà, on a le changement d'état ici, ici on a le changement d'état, et là on a le changement d'état. Mais attention que si vous êtes ici, à cette pression-là, vous passez de l'état solide à l'état directement gazeux, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Si vous êtes à cette pression-là, ben, vous passez de solide à liquide, et puis si vous continuez à monter la température, vous passerez à gaz. Attention qu'ici je fais des transformations à pression constante. Hein, quand je fais ceci, c'est à pression constante, mais la température, c'est elle qui va s'occuper à faire le changement d'état. Parce que je peux faire un changement d'état comme ceci. Là, je suis à l'état liquide, mais je vais descendre la pression à température constante. Et si je suis à température constante, je fais une transformation isotherme. Ceci est une transformation
isotherme. Je peux faire des changements d'état comme ceci, par des transformations isothermes, c'est-à-dire à pression variable. Maintenant, je peux faire une transformation isobare, c'est-à-dire à pression constante, mais en faisant évoluer la température. Alors, je rappelle que pour changer d'état solide vers liquide, si la pression est constante, je dois monter la température. Et pour descendre de liquide à solide, ben, je dois diminuer la température, à pression constante. Voilà. Pour aller de liquide à gaz, je dois monter la température. Et pour descendre de gaz à liquide, je dois descendre la température. Et ici, c'est ce qu'on appelle les changements d'état, où il n'y a pas de variation ni de pression ni de température. Voilà. Puisque c'est le changement d'état. Et là apparaît l'enthalpie de changement d'état, l'enthalpie de fusion par exemple, et l'enthalpie de vaporisation. Dans ce cas-ci, j'ai besoin que deux enthalpies au niveau des changements d'état des courbes de saturation. Je rappelle qu'ici, il y a un point spécifique qui est le point triple, hein, et l'eau, son point triple est de 0,00, je ne sais plus combien, 1, quelque chose comme ça. Voilà, voilà, on est proche de 0. Le point triple est proche de 0. Voilà. Et ici, on a une pression critique et une température critique, bien sûr. Au-delà c'est de température au-delà de laquelle, quand on a dépassé cette température-là, ben, on ne s'est pas liquéfié. Il faut redescendre en dessous de la température critique pour pouvoir liquéfier. Si on est trop haut ici, vous comprendrez que si on est trop haut, on ne s'est pas liquéfié. Voilà. Alors, je rappelle qu'ici, attention à ceci, les unités, aux unités. Si vous allez voir dans les tables C de l'H2O solide, vous n'allez pas avoir ces valeurs-là, fatalement, parce qu'elles seront peut-être données en joules par kilo et par Kelvin. Donc, ici, on a en mol, attention. Donc, n'allez pas rechercher sur Internet des tables pour lesquelles ils vous donnent des valeurs autres que celles que je viens de donner, fatalement. Parce qu'en fait, ici, ce sont des valeurs pour des joules pour une mole et pas pour un kilo. Les valeurs sont différentes. Hein, vous allez voir sur Internet le C de l'eau, ben, vous allez retrouver des autres valeurs qui sont en joules par kilo et par Kelvin. Voilà. Nous, on travaille ici en mol. En mol. Voilà. Et ici, c'est la même chose ici. Ici, on a en kilojoules. Attention qu'ici, je suis en joules et là en kilojoules. On a 1000 fois plus grand ici. Ce qui veut dire, si je devais faire la même unité, si je mets en joules ici et en joules là-bas, mais 6 kilojoules, ça fait 6000 joules. Donc ici, on sera à 6000 joules par mole. Alors que là, on a à 37,8 joules par mole. On est à 6037,8. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie de fusion. Bon, qui va intervenir au niveau du changement d'état. Et bien maintenant, on peut faire notre exercice. Bon, mais avant ça, donc ici, je dis qu'il y a un changement d'état. Hein. Ouais, ici. Bon, changement d'état, je vais faire une transformation ici. Quand je fais l'exercice, je passe de moins 100, je fais évoluer une masse de 200 grammes. Il n'y a pas de perte de masse, la masse elle sera toujours là, hein, de moins 100 à 120. Voilà, de moins 100 à 120. Voilà, il y aura différents états. On va passer par différents états, donc fatalement on va penser à des transformations d'état. Bon, mais maintenant si je descendais à moins 273,15 degrés Celsius, c'est ce qu'on appelle le 0 Kelvin. Bon, et comme ici j'utilise des températures, ici delta H, enfin ici en Kelvin, parce qu'ici delta H, il n'y a pas de variation de température en changement d'état, parce que delta H intervient en changement d'état, je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai pas des Kelvin. Par contre ici, c'est par Kelvin, c'est une température thermodynamique. Bon, thermodynamique, ça veut dire que si je prenais l'échelle thermodynamique qui s'arrête à 0 Kelvin, alors que l'échelle Celsius s'arrête à moins 273,15, c'est la température la plus petite pour l'échelle Celsius est moins 273,15, pour le Kelvin c'est 0 Kelvin, difficilement atteignable comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, à la température de 0 Kelvin, si vous voulez, tous les cours sont solides. Tous. À 0 Kelvin, ils sont tous solides.
D'ailleurs, on pourrait le voir avec cette courbe-ci. À 0 Kelvin, tous les corps sont par là. Ils ont tous les corps ont une courbe similaire à celle-là. Ça, je l'ai fait pour l'eau, mais voilà, pour l'eau, mais tous les corps ont une courbe, quel que soit le produit chimique, liquide, quel que soit le produit que vous avez en présence, ben, vous aurez des courbes comme celle-ci. Et donc, quand on est proche de 0 degré Celsius, ben, tous les cours sont solides, si vous voulez. Bon, mais quand je vais élever la température, hein, je vais apporter de la chaleur, donc je vais provoquer un effet d'augmentation de température par l'augmentation, enfin en apportant de la chaleur, donc j'aurai une relation de cause à effet. La cause, c'est que je vais apporter de la chaleur, et la conséquence de l'apport de chaleur, ben, c'est qu'il y aura une variation de température, si vous voulez. Donc, je vais apporter de la chaleur, la température va varier, et donc on va faire évoluer d'une température de moins 100 degrés Celsius, voilà, à 120. Voilà. Donc vous voyez qu'on va passer par différents états. Donc on va avoir des changements d'état. Et si vous voulez, ici, le premier changement d'état va apparaître ici, de moins 120 à ici. Et l'eau, là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les 0 degrés Celsius, parce que on sait bien que l'eau fond à 0 degrés Celsius. La température de fusion de l'eau est à 0. Tous les corps n'ont pas la même température de fusion, mais voilà, pour l'eau, l'eau fond à environ 0. C'est proche de 0, c'est pas 0 parfaitement, mais c'est proche de 0. Voilà. Oui, je rappelle que le point triple, c'est le point triple, PT, c'est un point pour lequel le corps, ici en l'occurrence l'eau, parce que j'ai pris l'eau comme corps, eh bien l'eau est à l'état aussi bien solide que liquide que gazeux. Hein. Il a ces trois états-là. C'est pour ça qu'on dit point triple, c'est parce qu'en fait il y a trois états, solide, liquide et gazeux, en ce point. Donc c'est un point particulier. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est que quand la température va évoluer, le corps va, qui est l'eau ici, va passer de solide à liquide. Voilà, mais entre-temps, il a un changement d'état ici à température constante. Et qui a besoin d'une enthalpie, de sa grandeur, qui est la variation d'enthalpie de fusion. Donc le delta H fusion va apparaître ici. Delta H fusion apparaît ici. Bon, maintenant, si vous augmentez la température, ben, vous comprendrez que ici, l'eau bout à 100, donc c'est la température de 100 degrés Celsius. Et que là, bien sûr, on a un changement d'état qui va se faire à pression à température constante. Et là, c'est ce qu'on a. On a besoin d'une enthalpie de vaporisation. Et puis après, on passe à l'état gazeux pour atteindre les 120 degrés. Donc, vous voyez que pour passer de moins 100 à 120, ben, je veux dire, on va passer par différents stades, moins 100, 0, 100 et 120. Et on demande le bilan énergétique de tout ça pour passer, faire passer une masse d'eau de 200 grammes d'un point ici jusque là, en sachant qu'il y aura des changements d'état. La première transformation, changement d'état, c'est de solide vers liquide. Et la seconde transformation, c'est de liquide vers gaz. Donc on aura bien des changements d'état. Alors on aura une fusion là et ce qu'on appelle une vaporisation ici. Donc transformation solide vers liquide, c'est la fusion, et la transformation liquide vers gaz, ce qu'on appelle la vaporisation. Donc on aura deux transformations qui sont ces points-ci. Et donc on a fatalement besoin de, pour ces deux points-là, le delta H fusion qui est donné ici, et le delta H vaporisation. Alors, généralement, ça c'est quand on joue avec la thermodynamique. Hein. Delta H, quand on joue avec la thermodynamique. Parce que, normalement,
on n'utilise pas ça dans en cours de physique, hein, mais c'est plutôt dans un cours de thermodynamique qu'on utilise delta H fusion et delta H vaporisation. Parce que dans un cours de physique, on va utiliser la chaleur latente de fusion et la chaleur latente de vaporisation. Voilà. Et si on avait une sublimation, c'est la chaleur latente, par exemple, de sublimation. Voilà. Mais ici, comme on est en thermodynamique, on va appeler ça l'enthalpie de changement d'état. Hein, delta H fusion, delta H vaporisation. Voilà, parce que c'est un cours de thermodynamique. On va appeler ça par des... on va jouer avec des grandeurs thermodynamiques, c'est-à-dire les enthalpies. Et donc, je rappelle que la transformation ici est à pression et à température constante, hein, puisque c'est un changement d'état. Bon, et je rappelle aussi qu'un changement d'état s'accompagne d'une variation d'entropie. Parce que pourquoi? Parce qu'on a, tant qu'on est en thermodynamique, on peut parler d'entropie, ben, on a une augmentation du désordre en changement d'état. Donc, fatalement, on a une variation d'entropie aussi. Voilà, maintenant, on est à même de faire le calcul quand on a vu ceci. Par contre, il y a un C qui est manquant. On a le C, la capacité thermique massique du solide. On a la capacité thermique du gaz, mais on n'a pas celui du liquide. Eh bien, pour le liquide, il est fort connu. C'est quelque chose de connu. C'est pour ça que je ne l'ai pas donné. Alors, pour le liquide, c'est 4,18 joules par mol et par kilo. 4,18 kilojoules. Je m'excuse, kilojoules. Kilojoules pour 1 kilo. Voilà. Attention qu'ici c'est pour 1 kilo. Voilà. Attention, c'est plus par mole. C'est pour un. Si vous voulez remettre en mole, il faut faire un calcul. Voilà. Mais la capacité de l'eau liquide, elle est connue, c'est 4185 joules par kilo, et bien sûr par Kelvin. Voilà. Donc ici, il est donné en kilojoules, et non pas en joules. Attention à tout ça. Ce qui veut dire que là, j'ai 4185 joules pour 1 kilo. Attention que ce n'est pas les mêmes unités. Hein. Ne pas comparer ceci et ceci, parce que là, c'est en mol et là, c'est en kilo. Mais je crois qu'elle est plus grande pour les liquides, hein, parce que ça ferait... voilà, elle serait plus grande pour les liquides par rapport au gaz ou au solide. Il faut aller voir combien ça vaut. On sait le calculer ici, mais combien ça vaut comment est-ce qu'on appelle ça? Je vais bien aller voir sur Internet, c'est pas un problème. Voilà, l'eau. Voilà, j'ai l'eau. Quand il est gazeux, je vais le noter ici. Je vais le noter ici. En gaz, l'eau, c'est de l'eau. En gaz, il vaut 1800, 1800, 1800, 1850. 1850, et là, il est bien donné en joules par kilo par Kelvin. Joules par kilogramme et par Kelvin. Voilà. Donc on voit bien que le C de gazeux est beaucoup plus petit que le C de l'eau, puisque le C de l'eau il vaut 4185 joules. Et là, eh bien, effectivement, ça fait bien 4185 joules par kilo et par Kelvin pour le liquide. Donc il est plus grand. La capacité massique de l'eau est bien plus importante que celle du gaz, nettement plus importante. Donc voilà, elle a une capacité à voilà, acquérir de l'énergie thermique
plus grande que celle quand l'eau est sous forme gazeuse. Bon, maintenant, pour le solide, à zéro c'est 2060. 2060. Voilà, donc, il y a une plus grande capacité thermique de l'eau à 0 degré sous forme solide que le C de l'eau gazeux, mais le C de liquide est bien plus grand, plus important que le C du gaz et le C du solide, de la matière, bien sûr, comparativement de la même matière qui est l'eau. Voilà, maintenant on peut faire notre bilan énergétique, hein, parce qu'on connaît tout. Alors, on sait bien qu'on aura tout d'abord une variation de chaleur au niveau solide, donc il faut un bilan qui va faire passer, on va calculer ce delta Q solide, combien il vaudra. Ensuite, j'ai le delta Q changement d'état de fusion, delta Q en fusion. Comme je l'ai dit, je ne vais pas utiliser la chaleur latente, puisqu'on m'a donné la variation d'enthalpie, donc je vais l'utiliser. Voilà. Alors ici, j'ai delta Q liquide. Voilà, on va calculer ça. Et on a ici le delta Q changement d'état, qui est à température constante et pression constante, mais on est en vaporisation ici. Voilà, et ce qu'il nous reste, delta Q pour voilà, passage gazeux. Delta Q en passage gazeux. Bon, eh bien on va calculer tout ceci, et tout ceci va nous donner le bilan total. Le bilan total, bien sûr, je vais faire la somme de tout ceci pour trouver, si vous voulez, le bilan total, Q total. Q total qui va être la somme de delta QS plus delta Q de fusion plus delta Q liquide plus delta Q vaporisation plus le delta Q voilà, à l'état gazeux. Alors, on sait bien que delta Q solide va dépendre de la chaleur massique de l'eau solide, donc j'ai besoin de C de l'eau, que je vais multiplier par une variation de température qui va passer de moins 100 à 100. Alors, je rappelle que si je fais en température thermodynamique, on sait bien qu'on aura 273.15. Si j'ai par exemple 15 degrés Celsius, et voilà, c'est ceci. Par exemple, hein, c'est un exemple. C'est un exemple. Voilà. Si je devais soustraire avec 0, par exemple, 273 ou 1 degré, voilà. Voilà. Alors vous voyez qu'ici, vous avez 273.15 moins 273.15. Ils vont tomber. Donc ce qui veut dire que c'est comme si j'avais affaire à une température Celsius, moins de température Celsius. Donc je peux faire une variation de température Celsius directement, parce que le 273.15 va se simplifier. Enfin, va s'annuler. Parce que 273.15 moins 273.15 va faire donner 0. Et c'est comme si on avait un delta T, si vous voulez, en degrés Celsius. Donc, je ne suis pas obligé de mettre la température en Kelvin ici. Je peux la mettre directement en degrés Celsius. Donc, je travaille avec les degrés Celsius, bien qu'on a par Kelvin, bien que le C est par Kelvin. On l'a vu tout à l'heure. Le C se mesure par Kelvin. Mais ici, je vais multiplier par des variations de température Celsius parce que moins 273.15 va se simplifier et je peux faire directement des variations de température en degrés Celsius. Bon. Alors maintenant, la masse, on sait bien que c'est 200 grammes. Hein. Donc j'ai toujours 200 grammes. Alors, le C de l'eau, il fait combien? Ah, je peux pas mettre, j'ai 200 grammes. Hein. Mais là, il est en mol. Voilà, il est en mol. Le C est par mol. Par mol. Donc, ce qui veut dire que j'ai 200 grammes d'eau. On sait bien que la masse molaire de l'eau, c'est 18 grammes.
je vous rappelle que c'est H2O. H2O, c'est 2 grammes pour une mole pour l'hydrogène, plus 16 grammes pour une mole pour l'oxygène. L'oxygène, c'est bien 16. Le carbone, il vaut 12. 12, l'oxygène, c'est 16. Donc, ce qui fait 18 grammes pour une mole. Voilà. Donc, mais ici, j'ai 200 grammes. Donc, le nombre de moles, c'est 200 divisé par 18. En faisant 200 divisé par 18, on va calculer combien ça fait. 200 divisé par 18, et j'aurai le nombre de moles. Alors je prends ma machine, je vais faire 200 divisé par 18, 11.1111. 11, 11, 11. Voilà. Donc ici, comme le C de l'eau est en par mole, donc ici je vais utiliser des moles. Voilà. Alors, la variation de température pour solide, le C de l'eau, je vais directement le mettre, c'est 37 joules par mole et par Kelvin. Donc c'est fois 37,8. Fois 37,8. Et la variation de température, elle est de, on va passer de, il reste solide de moins 100 à 0. Donc si je fais 100 moins 100, ce qui fait 100 degrés. 100 moins 100, si je fais 100 moins 100, ben ça fait 0 plus 100, et 0 plus 100, ce qui fait 100. Voilà. Donc j'ai fois 100. Voilà, et là j'aurai le bilan en face solide. Maintenant, en changement d'état, ici, donc on a fait de ce point-là à ce point-là, on a le delta Q, voilà, delta Q à l'état solide, variation pour passer de moins 100 à 0. Maintenant, là, il va y avoir grand, je veux dire, variation de, comment on appelle ça, enfin un grand. Je vais voir tout de suite combien vaut le delta H fusion. Il vaut 6. Non, là où il y aura le plus grand variation de chaleur, ce sera pour 40,7 et non pas 6,1. Ça, ce sera un peu plus petit. Voilà. En variation la variation d'enthalpie est beaucoup plus grande en vaporisation. Donc il y aura une variation de chaleur importante au niveau de la vaporisation. Bon. On revient à nos calculs. On va calculer delta Q fusion où j'ai besoin de en changement d'état. Je suis en changement d'état. Il n'y a pas de variation de température. On est en transformation isoco. On n'a pas de transformation. C'est juste un changement d'état. Donc, on a température et pression constante. Donc, ici, je vais chercher 6,01 kJ. 6,01 pour la fusion par mole, pour une mole. Donc, si c'est pour une mole, je dois multiplier par le nombre de moles. Ça, c'est pour une mole, hein, 6,01. Sont donnés dans des tables pour une mole. Donc, il faut multiplier par le nombre de moles. Le nombre de moles, on l'a calculé, c'était 11,11 moles. Donc, fois 6,01. Et là, j'aurai, bien sûr, la variation de chaleur provoquée en fusion. Ensuite, alors la température, la variation de température au niveau liquide, je vais faire comment? Ça va se passer comment? Alors, au niveau liquide, on va passer de 0 degré à, il va être resté liquide jusqu'à 100 degrés. Donc, la variation de température, 100 moins 0, ça fait 100. Donc, j'aurai 100 degrés moins 0, mais la variation, c'est 100 degrés. Donc, j'ai une variation de 100 degrés. Alors, maintenant, je vais multiplier par le C de l'eau liquide. Le C de l'eau liquide, je vous avais dit tout à l'heure que c'était 4,18 kJ par kilo. C'est par kilo. Donc cette fois-ci, je dois utiliser des kilos. Donc comme j'ai 200 grammes c'est 0,2 kg. Donc c'est 0,2 kg fois... attention que ce sont des kilojoules, donc je vais mettre directement en joules. Oui, parce que auparavant, attention qu'ici, il est en kilojoules. Hein.
6,01, c'est en kilos. C'est kilojoules. Bon, ici 37,8. 37,8, c'est en joules. Donc ici c'est en kilojoules, là c'est en joules. 0,2 qui est la masse, 0,2 kg, fois, on a dit, on est à quoi? Delta QL, donc j'ai besoin de 4,18 kJ. Donc, je vais mettre 4185 joules. Voilà, là je suis en joules. Voilà. Fois la variation de température qui est de 100 degrés Celsius. Voilà, maintenant on va faire delta Q vapeur, mais c'est 40,7 kJ, 40,7. Là, on est en kilojoules. Je vais multiplier par, comme je suis pour une mole, hein, c'est pour une mole, c'est le delta H vapeur pour une mole, bien je vais multiplier pour 11,11 moles. Voilà. Et il reste le delta Q gazeux. Le gaz, il va passer de combien à combien? Mais, il va passer de 100 jusqu'à une évolution de température de 120 degrés. 120 degrés. Donc, ce qui veut dire entre 100 et 120, là, 120 moins 100, ce qui fait 20 degrés de température. Donc, on va passer de 20 degrés. 20 degrés, il n'y a pas de température parce que ici, il y a une température de 20 degrés, je m'excuse. On n'est pas en changement d'état. Là, c'est là qu'il n'y a pas de température pour delta Q vaporisation et delta Q fusion. Hein. Voilà. Par contre, ici, on a dit qu'on avait 20 degrés pour passer de 20 à 120 à 20. Voilà, je vais multiplier par la, comme le C gazeux, 33,58, attention qu'on est en joule, 33,58, et on multiplie par, comme on est, le C est donné par mole, ben, il faut calculer en mole, donc 11,11. Voilà, et on a tout. Maintenant, je peux calculer en faisant attention que là où j'avais des kilojoules, ben, je dois tenir compte des kilojoules. Là, 33,58, il est en joules. Il est en joules, hein. Donc là, je vais avoir des joules. Ici, c'est en joules. Voilà, ici, c'est des joules. Bon, on va faire nos calculs. Alors, on va faire 11,11 fois 37,8 fois 100. Voilà. Ici, j'ai 41 000. 100 degrés. Solide. 41 995. 41 995. Voilà. Et ça, ce sont des joules. Ce qui veut dire qu'on a 41,99 kilojoules. Voilà. Alors attention qu'ici, c'était des kilojoules. Hein. Donc je vais faire 6,0101 kilojoules fois 11 parce qu'on a 11 moles. J'ai 66,77 kilojoules. 66,77 kilojoules. Je vais tout mettre en kilojoules, comme ça je pourrai additionner tout. Voilà. Alors maintenant, ici, 4185 joules fois 100 fois 0,2, ce qui fait 83 700 joules. Ce qui veut dire 83,70 kilojoules. Voilà. Alors ici, on est en kilojoules. Attention que c'est 40,7 kilojoules. Donc je vais faire 40,7 fois 11,11. 452,17 kilojoules. Voilà. Et on va faire le dernier. Je ne sais pas si on voit. Voilà.
Et on va faire le dernier. Là, on est en joules. 33,58 fois 20 degrés fois 11,11. J'ai 74, 7461, ce qui veut dire 7,4. Je vais recommencer. Enfin, 33,58, c'est bien ça? Est-ce que c'est bien delta Q? Ouais, 33,58, c'est juste. Enfin, 20 degrés pour passer de 100 à 120. 33,58 fois 33,58 fois 20 fois 11,11. 7461,47, mais c'est en joules. Donc si je mets en kilojoules, c'est qui fait 74,61 kilojoules. Voilà, j'ai tout mis en kilojoules. Voilà. Tout est en kilojoules. Bon, pour éviter de s'y perdre ici, j'ai mis des joules et kilojoules. On va garder le 41,99. 41,99. Donc ici, on va mettre 41,99. Et maintenant, on va tout additionner. Et on remarque bien le gros apport, c'est en changement d'état de vaporisation, hein, 452,17. On comprend que c'est là que la plus grosse énergie va être, je veux dire, tout va se passer au niveau de la vaporisation. Au niveau énergétique 452 par rapport à 83, 66, 41 et 74, ben on voit très bien que la plus grosse énergie thermique sera, la variation de chaleur sera la plus grande au niveau de le changement d'état qui sera la vaporisation. 452. Ensuite, on retrouve en dessous le 83. Et puis le 74, le 66 et le 41. Donc, c'est en vaporisation que tout va se passer, qui va apporter le plus grand apport de chaleur. Donc, on va faire notre somme, 41,99. Donc, le bilan total de toutes ces énergies va donner 41,99 plus 66,77 plus 83,70 plus 452,17 plus 74,61 Bon, le 20.
Ici, j'ai fait une petite erreur ici, en fait. Voilà. Parce que si je fais 20 fois 33,58 fois 11,11, voilà. J'ai 7461, 7461,14, ce qui fait 7,46 kJ. 7,461 kJ, si vous voulez. Voilà, je préfère ça. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire ma somme, parce que c'est vrai qu'il y avait quelque chose de bizarre tantôt dans mon calcul. Je me demandais qu'est-ce qui se passait là. 41,99 plus. Donc ici, la plus petite énergie va être là. 7,49. 7,46. 41,99 plus 66,77 plus 83,70 plus 452,17 plus 7,461. Voilà. Et j'obtiens 652,09. Donc l'énergie totale est de 652,09. 652,09, bien sûr, kilojoules pour toutes les transformations allant. Donc on a calculé toute l'énergie totale, je veux dire, pour aller de moins 100 à 120 degrés. De moins 100, l'énergie totale apportée pour faire passer de moins 100 à 120 degrés. Donc toute cette énergie-là a été calculée, bien sûr. Pourquoi? Pour 200 grammes. 200 grammes de quoi? De quel corps? De l'H2O. Avec 200 grammes d'H2O. On a calculé l'énergie totale pour aller de là à là. De moins 100 à 120 pour de l'eau. En passant par deux changements d'état qui est la fusion et la vaporisation. Donc on a bien fait une transformation de moins 100 à 120 avec une masse d'eau de 200 grammes, mais comme les unités étaient parfois en mol, il fallait recalculer en mol. Comme on connaît la masse molaire de l'eau, on sait calculer le nombre de moles. Voilà, parce que les unités sont données par mol. Et attention, l'astuce ici, c'est qu'il faut faire attention, parfois c'est des joules, parfois c'est des kilojoules. C'est juste ça qu'il faut faire attention. Et remettre tout en kilojoules pour faire le bilan énergétique total. Voilà, je vous remercie beaucoup.